Bienvenue aventuriers et aventurières. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Changer d'horizon, podcast rempli de voyages, de découvertes et d'aventures. Ici, nous sommes tous réunis par cette soif d'explorer le monde et de vivre des expériences inoubliables. Si le site pvtis.net vous partage déjà de nombreux témoignages et conseils pour une expérience unique grâce au programme Vacances Travail, on a eu envie de vous offrir des expériences de vie audio à travers ce podcast. Donc si vous cherchez une petite dose d'évasion, installez-vous confortablement et préparez vos oreilles à être transportés dans des contrées lointaines à travers le récit d'une personne qui a osé vivre pleinement l'expérience du PVT. Que vous soyez déjà familiarisé avec le concept ou curieux d'en apprendre plus, vous êtes au bon endroit. Alors let's go, l'aventure commence maintenant. Tu traverses une phase un peu difficile et tu entends le doux murmure de l'aventure qui appelle au loin. Écoute attentivement ce qui va suivre, car tu vas vite comprendre que derrière chaque décision courageuse se cache une histoire de renaissance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une expérience de vie. Celle d'une femme qui, après avoir traversé une séparation amoureuse, a décidé de partir seule à la conquête de l'inconnu. Loin des attentes souvent imposées, elle a choisi de s'évader vers des horizons lointains, à la recherche de la guérison et pour retrouver confiance en elle. Prépare-toi à être transporté dans un voyage introspectif et inspirant qui te rappellera la puissance de la solitude choisie et du pouvoir de l'exploration personnelle. C'est l'histoire de Julie que l'on te propose de découvrir car elle a osé se retrouver en se perdant dans le monde. Julie, c'est la cofondatrice du site pvtis.net. Tu l'as probablement déjà rencontrée virtuellement lors d'un live Instagram ou sur une vidéo YouTube. Mais aujourd'hui, Julie va te dévoiler des choses que tu n'as certainement jamais entendues ailleurs car c'est sa vie sentimentale qu'on va aborder ensemble. Bienvenue dans cet épisode où l'esprit d'aventure se mêle au battement de cœur. Coucou Julie. Salut. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Eh ben ça va très bien. Alors Julie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai une question bien précise pour toi. Quel est le mot que tu aimerais utiliser pour résumer tes expériences en PVT? Alors, je dirais que pour le Canada, formateur, parce que justement, on va pas faire trop durer le suspense, mais il y a une rupture pendant le PVT Canada et l'Australie, la liberté, vraiment. Merci à toi. T'as quel âge aujourd'hui, Julie? 38 ans. Ah, tu ne peux plus te faire de PVT. Non, c'est fini. Il faut le faire avant d'être trop vieux. C'est mon meilleur conseil, je crois. Clairement, avant d'être expérimenté. N'utilisons pas le mot vieux, s'il te plaît. Exactement, tout à fait. Nous ne sommes pas vieilles. Et combien de ruptures amoureuses dirais-tu que tu as eues au fil des années? Alors, les vraies ruptures, celles qui marquent vraiment, j'en ai eu 2. Donc Julie, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour en arrière et nous rappeler déjà qu'est-ce qui t'a décidé à partir en PVT au Canada? C'était en quelle année? Quel âge avais-tu? Partie seule, en couple? Et qu'est-ce qui t'a mené ensuite à faire d'autres PVT? Alors, je suis partie en PVT au Canada en 2005. J'avais à ce moment-là 20 ans, du coup, et je suis partie avec Mathieu, l'autre cofondateur de pvtis.net. On était ensemble à ce moment-là, chose que pas mal de gens ne savent pas. Donc, mon envie, c'était vraiment de parler anglais au quotidien parce que j'étais étudiante en langue. Donc, je trouvais que je m'améliorais pas beaucoup à la fac. Du coup, direction Toronto. Et puis, cette année a duré... donc, c'était 1 an à l'époque, le PVT Canada pour les Français. Donc, ça a duré tout ce que ça devait durer. C'était vraiment intéressant comme expérience. Mais malheureusement, je suis revenue seule. Donc, du coup, voilà, première expérience. C'est pour ça que je disais que c'était formateur. Et dans la foulée, 3 mois plus tard, je suis partie toute seule en Australie en PVT. Donc, j'ai fait mes PVT assez jeune. Et ensuite, c'était pas un PVT, mais j'aime bien l'appeler un demi-PVT. En 2018, je suis partie 3 mois en tant que touriste en Nouvelle-Zélande, après une rupture encore. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va sans doute être amené à parler peut-être un petit peu plus de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire mes voyages post-rupture. Donc voilà, mais ma motivation, c'était vraiment au début l'aspect linguistique et puis ensuite l'amour du voyage parce que j'ai découvert avec mon premier PVT que j'adorais ça. Est-ce que tu dirais quand même que ta rupture avec Mathieu au Canada, ça a été une décision que vous avez prise ensemble ou est-ce que c'était plus lui, toi? Peux-tu nous remettre dans le contexte? Ah, ça devenait compliqué. On n'était peut-être pas tant fait pour être ensemble finalement, même si on s'aimait très fort. Donc, il a fallu que ça s'arrête et c'est tant mieux. Aujourd'hui, on est toujours amis, on travaille toujours beaucoup sur pvtis.net ensemble. Mais c'est vrai que, voilà, c'était pas fait pour durer plus, je pense. Mais c'est un bon point que tu abordes quand même parce que je trouve que on dit toujours être en couple, voyager, vivre ensemble. Tout de suite, ça nous montre des facettes de l'autre qu'on n'est
pas toujours conscient. Et peut-être que partir aussi à l'étranger, ça nous montre des facettes qu'on n'avait pas découvertes en vivant ensemble en France. Et pourtant, vous êtes de très bons amis aujourd'hui. Mais être de très bons amis, ça ne veut pas dire être en couple. Est-ce que tu étais quand même triste de cette décision quand tu es rentrée? Dans quel état émotionnel tu étais? C'était très dur. C'est une des premières énormes claques que je me suis prise dans ma vie parce que je sais que c'était très dur aussi pour lui. Je pense qu'on n'en est pas sorti tout à fait indemne en fait de cette rupture. Je suis rentrée, j'étais trop mal. Donc je suis rentrée assez rapidement, enfin peut-être un mois après notre séparation. Et donc, je suis restée 2-3 mois en France pour refaire un peu d'argent pour partir en Australie. Et le retour en France, à Paris plus précisément, c'était retrouver tous nos souvenirs d'avant PVT, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis partie en deuxième PVT. Je me suis enfuie. Je voulais pas rester là, en fait. Trop de souvenirs, ça me remontait trop au visage. Donc, j'avais besoin de vivre autre chose. Oui, parce qu'en plus, toi, de rentrer avec une rupture et rentrer en France aussi, c'est déjà pas facile quand on revient. On aura un épisode là-dessus, justement, sur gérer ses émotions lors d'un retour en France. Donc toi, tu avais beaucoup d'émotions à gérer, j'imagine, à ce moment-là. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui est justement dans cet état-là? Comment on fait pour s'accrocher, en fait, et pouvoir mettre en place les choses pour pouvoir prévoir un départ en PVT? C'est vrai qu'il faut sans doute pas précipiter les choses. Moi, sur le moment, j'étais un peu dans la précipitation, mais j'ai l'impression que forte de mon premier PVT, c'était OK que je reparte assez vite parce que j'avais quand même découvert la vie à l'étranger, j'avais découvert ma réaction face à tout ça. Peut-être que quelqu'un qui est en rupture aujourd'hui, qui est jamais parti à l'étranger pendant longtemps, peut-être qu'il faut un petit peu se préparer quand même un minimum, mais sinon, moi, c'est surtout, j'avais besoin d'avoir les économies demandées par l'Australie. Le reste, j'avais besoin de partir, donc j'ai pas trop intellectualisé tout ça, je t'avoue. Donc, je suis allée assez vite parce que j'avais pu mettre de l'argent de côté. Est-ce que chez toi, du coup, quand tu es rentrée en France, est-ce que vous êtes rentrée dans votre ancien appartement ou est-ce que tu es rentrée chez tes parents? Je suis rentrée chez ma mère parce que je vivais pas avec Mathieu avant de partir au Canada. Je pense que c'est ça, en fait, qui a été décisif. C'est pas tant le Canada, c'est de vivre ensemble au Canada qui nous a montré qu'on n'est pas trop pareil, en fait. Mais bon, écoute, ça arrive. Et donc, oui, je suis rentrée chez ma mère, ce qui m'a permis de mettre de l'argent de côté plus facilement. Est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est jamais parti, par exemple, en voyage assez loin, est-ce que tu recommanderais peut-être de partir en week-end ou peut-être une semaine dans un premier temps pour essayer peut-être de prendre confiance en soi? C'est intéressant ce que tu me dis parce que récemment, j'ai été pas mal amenée à parler des voyages en solo. Je suis partie en avril pendant une semaine en train en Europe toute seule et en octobre dernier pendant 2 semaines au Québec. Et souvent, les gens sont un peu surpris, genre ah bon? Alors soit c'est ça va pas avec ton copain, si ça va très bien, ou ah ouais mais tu t'ennuies pas, ah là là mais moi j'ai envie de voyager avec des gens, sinon j'ai l'impression de pas partager avec quelqu'un mon voyage, etc. Et donc je pense qu'effectivement, pour quelqu'un qui aurait peur de partir comme ça pendant 1 an tout seul, faire un week-end ou une semaine, ça peut être un bon test. Ceci dit, c'est pas pareil de partir 1 an que de partir un week-end ou une semaine, parce que 1 an, c'est comme un vrai projet où tu vas rencontrer des gens sur place, où tu vas te créer une nouvelle vie, alors que je l'ai bien vu sur une semaine ou un week-end. Au mieux, tu parles rapidement avec quelqu'un et puis tu changes de ville dès le lendemain. Et au pire ou au mieux, question de point de vue, tu parles à personne. J'étais plutôt dans ce mood-là en avril. J'avais pas envie de parler aux gens, donc j'étais dans ma bulle. Donc, c'est vrai que c'est pas parce que ça marche pas sur un week-end que vous n'êtes pas super à l'aise tout seul qu'il faut pas partir pour 1 an. Je pense que c'est vraiment différent. Et pourquoi avoir choisi l'Australie? Parce que là, tu vas quand même à l'autre bout du monde. Oui, alors ça, clairement, honnêtement, sans faire la psychologue du dimanche, mais je crois que j'avais besoin de partir super loin. Et d'ailleurs, pour ma rupture de 2018, la Nouvelle-Zélande, c'est encore plus loin. Comme si c'était symboliquement partir super loin, c'était m'éloigner beaucoup de mes «problèmes» entre guillemets ou de mon état, d'esprit du moment. Et sur moi, ça marche. Moi, c'est vraiment quelque chose, je l'ai recommandé à plusieurs personnes, notamment une copine, qui s'est fait quitter, l'été dernier et elle réfléchissait à l'Australie et je lui ai dit: «Mais pars, je te jure, ça va te faire un bien fou. Je te dis pas que tu vas tout oublier en 2 secondes, je te dis pas que tout va être merveilleux, mais honnêtement, ça t'évitera de ressasser: «Pourquoi c'est fini? Je suis triste» et cetera. Tu vas aller vivre autre chose. Tu vas rencontrer tellement de personnes différentes, surtout en Australie, c'est vraiment, un pays où tu rencontres plein de gens et en fait, je la vois sur Instagram, elle vit sa meilleure vie. Il y a un nouveau chéri dans le paysage, tant mieux pour elle. Ça aurait pu être très bien même sans le chéri, mais moi, je trouve que partir loin aussi, c'est prendre du recul. Et puis c'est sortir de toutes vos habitudes, des choses que vous faisiez ensemble, tu vois, c'est vraiment là, tu changes complètement de paysage, comme tu l'as dit. Est-ce que tu dirais qu'il y avait des défis auxquels tu as été confronté avant le départ, en dehors du fait, bien sûr, qu'il fallait que tu mettes de l'argent de côté pour pouvoir répondre aux conditions du PVT une fois sur place? Comment tu y as fait face?
J'ai l'impression que j'ai pas eu trop de défis parce qu'une fois que j'ai pris la décision de repartir après ces ruptures, je pensais qu'à ça. Après le Canada, c'était de la survie, franchement, de repartir. En 2018, c'est un petit peu différent parce que j'ai pris 1 an après la rupture pour partir. Ça a été un petit peu plus réfléchi, je j'ai réglé des choses, j'ai fait ce que j'avais à faire ici pour partir, mais j'avais pas vraiment de défi. Il a juste fallu que je prenne la décision. Elle a été un petit peu plus dure qu'en 2006 du coup, parce qu'il y a 13 ans entre les 2 expériences. J'étais pas tout à fait la même personne, c'était pas les mêmes histoires qui se terminaient. Donc je pense qu'il faut se laisser le temps de se sentir, de partir, mais pas de défi particulier, je vais pas te mentir et à l'arrivée non plus. Dès que j'étais à l'étranger, ça allait super bien. Alors évidemment, tu as toujours des moments où ça va pas parce que, tu as beau passer des super moments avec des gens, voir des beaux paysages, il y a des moments où la douleur, elle est toujours là, bien sûr, mais tu as beaucoup d'occasions de penser à autre chose, avec les gens, avec le voyage et donc au fil des jours, au fil des semaines, la douleur, elle devient moins forte et surtout tu es diverti beaucoup. Ça peut paraître bête, mais en fait, quand on est beaucoup diverti, beaucoup, qu'on nous emmène l'esprit ailleurs et ben, en fait, on guérit plus vite. Donc toi, dans tes souvenirs, tu dirais pas que tes émotions, ils sont venus interférer, avec tes capacités d'adaptation aussi bien une fois en Australie ou une fois en Nouvelle-Zélande? Non, vraiment pas. Assez vite, c'était ma nouvelle vie, j'ai foncé, tête baissée dans l'aventure et j'en ai profité à 100. Et donc si j'ai bien compris, toi tu dirais que justement s'éloigner de la France et de ses habitudes, c'est ça qui va nous aider dans notre processus de guérison? Moi, ça a été mon cas. Peut-être que pour d'autres, ça serait pas forcément, positif parce que peut-être qu'ils ont besoin d'être entourés des personnes les plus proches qu'ils ont autour d'eux, leur famille, leurs amis et cetera. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que quand j'ai une épreuve, j'ai besoin de rentrer dans ma coquille, en fait. Je ne suis pas de ceux qui ont besoin de voir beaucoup de gens. J'y arrive pas, en fait. S'il y a que moi qui peux m'aider, enfin, je me je me le dis souvent, c'est moi ma meilleure amie. Même si j'ai des très bons amis, quand ça va pas, c'est moi qui arrive à m'aider. Et donc de partir loin, ça m'a pas dérangée. Donc je suis allée faire loin ce que j'aime sans doute le plus faire au monde, c'est-à-dire voyager, découvrir. Et donc pour moi, la guérison a été plus facile. Je veux vraiment pas faire une vérité absolue de mon expérience parce que peut-être que ceux qui vont nous écouter vont pas ressentir la même chose et c'est pas grave, hein. Chacun va s'adapter en fonction de ses ressentis à lui. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé à guérir, c'est sûr. Donc en parlant de se sentir soutenu par son entourage, donc toi, quand tu as été de construire un nouveau réseau, que tu as fait des nouvelles rencontres, t'abordais pas du tout ce sujet de rupture à ces personnes que tu rencontrais? Un petit peu. Un petit peu, mais sans me focaliser trop dessus. J'ai quand même un souvenir là qui m'est revenu à l'approche de l'épisode. Quand j'étais en Australie, j'ai rencontré un Français avec qui je suis sortie quelques semaines. On a vécu quelque chose de très chouette et un jour il m'a dit, sentant que j'étais pas disponible en fait pour vivre autre chose et c'est vrai que je l'étais pas. J'étais même pas là pour ça en vrai, je suis pas partie en Australie pour ça. Il m'a dit: «Bah, en fait, je sais ce que je suis ton copain tampon, celui qui va être entre celui d'avant et le prochain avec qui ça va marcher». C'est pas faux. Voilà, désolée du coup et des fois on est cette personne-là dans la vie des gens. Là, ça a été sans doute son cas, mais je le remercie du coup de m'avoir aidée à aller de l'avant. Et lorsqu'on part dans cette aventure pour justement reprendre confiance en soi, se reconstruire, quels sont tes meilleurs conseils? Est-ce que tu dirais d'arriver en auberge, d'essayer de s'entourer de monde ou peut-être en fonction des personnes, peut-être commencer et d'arriver dans des Airbnb, se retrouver toute seule? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors pour le coup, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, des fois moi j'ai des moods un petit peu différents. Des fois je veux parler à personne, des fois je suis très sociable. Pour les PVT, pour les PVTistes de façon générale, moi je conseille toujours les lieux où on va rencontrer des gens en arrivant. Parce qu'encore une fois, on est là pour créer quelque chose sur 6 mois, 9 mois, 1 an. C'est pas un voyage d'une semaine. Donc, c'est bien dès le début de rencontrer des gens parce que parfois, les premières rencontres, elles vont déterminer tout ce qui se passe ensuite. Une rencontre peut mener à une autre rencontre, à une colocation, à un emploi, à un chéri, une chérie, à tellement de choses que moi, je recommande vraiment d'aller vers les autres via les auberges. Du coup, est-ce que tu avais cette façon de penser lorsque tu es arrivée en Nouvelle-Zélande et pourtant là, tu étais plus en voyage pendant 3 mois? Oui, c'est vrai que j'étais un peu moins sociable dans mon auberge de jeunesse. J'ai un petit peu parlé avec les gens, mais pas autant. Et aussi parce que à une rencontre PVTiste à Paris, j'avais rencontré 2 PVTistes qui partaient en Nouvelle-Zélande. On s'était bien entendu. Je leur avais dit que j'avais le même projet. Et donc, du coup, je savais qu'une semaine après mon arrivée en Nouvelle-Zélande, je les retrouvais pour 2 jours, pour 2 semaines, pour 2 mois. À ce moment-là, je savais pas trop, hein, comme on disait tout à l'heure, quand on n'a pas voyagé avec les gens, quand on n'a pas vécu avec eux, on ne sait pas si ça va vraiment matcher entre nous. Mais du coup, c'est peut-être ça aussi qui fait que j'étais un petit peu plus dans ma bulle en arrivant en Nouvelle-Zélande, mais quand même en auberge.
Comme tu le sais, ou toutes celles et ceux qui nous écoutent, quand on vit une rupture amoureuse, il y a différentes étapes. D'abord, il peut y avoir un choc, il peut y avoir un deuil, il peut y avoir une phase de remise en question, il peut y avoir une phase d'acceptation et une autre de reconstruction. Entre ces deux ruptures amoureuses, est-ce que tu penses que tu étais dans des phases différentes au moment de ton départ? Oui, pour la première, donc en 2006, pour l'Australie, j'allais quand même pas bien. J'allais mieux qu'au moment du retour. Comme je te disais, il y a eu 2, 3 mois qui se sont écoulés, mais j'étais quand même très triste. J'étais déçue. C'était vraiment une désillusion dans ma vie et vraiment, c'était vraiment difficile. Donc, je suis partie en allant pas super bien. La Nouvelle-Zélande, c'est un petit peu différent, comme il y a du temps qui est passé. Ça allait pas non plus super, on va pas se mentir, mais j'avais vécu une année où j'ai vécu d'autres choses, donc je partais avec d'autres envies. C'était moins un projet qui me sauvait, c'était mon envie de retrouver le voyage que j'avais pas fait sur du moyen terme là pendant quelques mois depuis longtemps. Et c'est comme si j'avais vu ça comme une aubaine. Et d'ailleurs, il y a des PVTistes qui me disent ça des fois. Ils me disent on m'a viré ou je me suis fait quitter ou ce genre de choses. Du coup, j'ai plus d'attache. C'est le moment parfait pour partir. Et c'est un petit peu dans cet état d'esprit que je suis partie la deuxième fois. Ok, oui, donc je dirais, dans la première fois, tu n'avais peut-être pas encore passé l'étape d'acceptation, alors que dans la deuxième situation, tu l'avais passée et là, tu étais prête à te reconstruire. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'impact de cette expérience à l'étranger, que ce soit dans la découverte de soi et dans ta croissance personnelle? Le PVT en Australie, c'est une année incroyable. Autant l'année au Canada, j'ai adoré. C'était une belle expérience. J'ai aimé Toronto, j'ai aimé les gens que j'ai rencontrés là-bas, les expériences que j'ai faites, mais c'était un PVT sédentaire. Et quand on me demande pourquoi j'ai préféré l'Australie au Canada, c'est surtout pour l'aspect sédentaire. Si c'était à refaire, je ferais un PVT nomade au Canada comme je l'ai fait en Australie. Et donc l'Australie, mais l'année de fou, quoi, où tu rencontres tellement de gens, tu voyages tout le temps, tu sais pas où tu seras dans 2 semaines, quand tu décides de le faire comme ça, bien évidemment. Moi, ça a été une révélation. Ça a eu un impact, sur toute ma vie, je pense, vraiment. Je suis devenue vraiment, contaminée au voyage après cette année-là, je sais pas. C'est vraiment je le recommande tellement à tout le monde, même voilà, quand je vois des gens qui hésitent, j'ai envie de leur dire: «Non, n'hésite pas, fonce, c'est trop, trop bien». Donc c'est ça et puis la Nouvelle-Zélande, c'est arrivé beaucoup plus tard, donc un impact différent. Juste, je me suis souvenue que on peut voyager quelques mois sans forcément faire un PVT parce que, par exemple, on a dépassé l'âge. Si des gens nous écoutent et ont plus de 35 ans et ont envie d'aller découvrir un pays et ont le budget, parce que là, pour le coup, sans PVT, tu peux pas travailler sur place si on est en dehors de l'Union européenne. Donc, du coup, si tu as le budget pour tenir quelques semaines ou quelques mois, faites-le. Ça fait tellement du bien de pas partir que 2 semaines dans un pays qui nous attire, notamment quand c'est aussi loin que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Passer quelques semaines ou mois, c'est une découverte plus en profondeur, c'est du voyage plus doux, du slow travel, comme on dit. On est moins pressé, on n'a pas un agenda à tenir pendant 2 semaines. Et ça, moi, je sais que ça me rend très, très heureuse. Est-ce que tu penses que ça a impacté ta vision de l'indépendance et de la liberté? Oui, je pense. Au fond, sans doute que ça faisait partie de mon caractère de base, mais je reconnais que quand je suis arrivée en Australie, avant l'Australie, je vivais chez ma maman, puis avec Mathieu à Toronto. Et là, d'un coup, j'ai vécu seule. Ça a été aussi j'ai été en colocation, mais c'est pas pareil parce qu'en colocation, tu ne dois rien à personne. Il y a que toi qui vois mes guillemets là. Tu dois rien, à ta famille ou à ton conjoint et cetera, mais disons que c'est toi qui décides ce que tu fais. Tes colocs, ils sont là, mais tu as pas besoin de les prévenir de ce que tu fais et cetera et ça déjà, j'ai trop aimé et puis, la sensation de liberté que j'ai eue ensuite, ça, a fait beaucoup de ma personnalité aujourd'hui. Voilà, j'aime bien me sentir libre, j'adore ça. J'aime pas qu'on me demande ce que je vais faire, que comment, quoi, qui. Laisse-moi tranquille. Et donc voilà, ça peut être un petit peu sauvage sur certains aspects, mais comme j'essaie d'être cohérente, c'est réciproque. Avec mes amis, avec ma famille, avec mon conjoint, je suis aussi comme ça avec eux. S'ils ont besoin d'être tranquilles, de partir tout seuls, ils le font. Et voilà, pour moi, c'est le meilleur équilibre en tout cas, pour moi, hein. On en parlait un peu en coulisses toutes les deux, entre l'estime de soi et la confiance en soi, qui sont deux choses un petit peu différentes. Est-ce que tu penses que toi, justement, en termes de jugement global de toi-même, est-ce que tu penses qu'avant ces départs, tu avais déjà un bon jugement de toi-même ou est-ce que ça a évolué et pareil en ce qui concerne la confiance en soi? Je dirais la confiance en soi. Alors je l'avais déjà avant, de façon générale, je l'avais, pas sur tous les points, mais de façon générale et au retour encore plus et c'est quelque chose que j'entends assez souvent de la part des gens qui voyagent. On revient un petit peu plus, ancré, plus solide, on se connaît un peu mieux, on a plus envie d'être ce qu'on est vraiment donc ça, je l'ai vraiment ressenti. Pour l'estime de moi, elle était pas mauvaise avant,
Elle était pas mauvaise après, mais ça, je pense aussi qu'il y a des choses qui prennent un petit peu de temps aussi. Donc ça, c'est peut-être les voyages plus le temps qui ont fait qu'au fil du temps, je m'accepte, vraiment comme je suis. De toute façon, je vais vous dire, on peut bien essayer d'être autrement, on n'y arrive pas. Donc autant accepter, hein. Clairement. En t'écoutant, j'ai l'impression aussi que donc tu as vécu le voyage à deux, le voyage en solo. Même aujourd'hui, il y en a qui ont peut-être un peu de mal à comprendre pourquoi des fois tu pars en solo alors que tu es en couple. Quels sont pour toi, peut-être si tu pouvais nous citer un avantage ou un inconvénient de justement partir seul versus en couple? Alors, c'est vrai que quand on part à plusieurs, on se fait des souvenirs, en commun. Pour un couple, par exemple, qui passe 1 an ou 2 à voyager ensemble et qui revient solide, je dis: «Bravo, c'est bien, c'est un bon test pour un couple» et puis du coup, c'est quelque chose qui renforce les liens. Je pense qu'on a moins de peur quand on voyage à plusieurs, mais quand on voyage seul, je dirais que c'est encore le même mot qui va revenir, la liberté à tous les points de vue. C'est-à-dire qu'on fait exactement ce qu'on veut, quand on veut, en fonction de ses envies, de son budget, des opportunités qui sont face à nous. On ne dépend jamais des envies, du budget et des non-désirs, de quelqu'un d'autre et ça laisse tellement, le champ des possibles ouvert sur tout, en fait. Tu arrives en auberge de jeunesse, tu pensais t'installer en colocation, dans une ville pendant 3 mois et puis finalement à l'auberge, il y a quelqu'un de trop sympa qui te dit: «Dans 1 semaine, je m'en vais en road trip, est-ce que tu viens?» Il y a que toi qui décides, en fait et ça, c'est quelque chose, on y prend goût, je trouve, qui est vraiment hyper appréciable et puis aussi, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire des choses seuls. Je sais pas toi, mais aller au ciné, faire une expo, se balader, peut-être aller au resto. C'est pas évident d'aller au resto tout seul, un vrai resto, pas un fast-food et en fait, avec le temps, moi, je sais que j'ai fait beaucoup de choses seule et que ça me pose pas de problème, voire j'aime bien selon le contexte, selon, mon état d'esprit et cetera et je pense qu'un des meilleurs services qu'on puisse se rendre dans la vie, c'est de savoir passer du temps avec soi. Parce que si on passe 1 semaine avec soi sans s'ennuyer, en passant des bonnes journées. Voilà, hein, il y en a qui vont aimer dessiner, prendre des, photos. Moi, c'est plutôt la team photo. Il y en a qui vont écouter de la musique, il y en a qui vont se reposer, il y en a qui vont courir partout en randonnée 8 heures par jour. Il y a personne qui va leur dire, enfin, on n'est quand même pas venu en vacances pour rester toute la journée à l'hôtel, par exemple. Mais si toi, tu as envie de rester à l'hôtel toute la journée, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de randonner pendant 8 heures et que l'autre, il a mal aux pieds, bon, c'est des exemples idiots dits comme ça, mais quand on voyage avec quelqu'un, des fois, l'autre nous gonfle. On va pas se mentir, hein, je pense que ça nous est tous arrivé. Clairement. Donc voilà, là, en fait, c'est a priori, c'est pas possible. Si vous êtes assez raccord avec vous-même, ça se passe plutôt bien et je pense que ceux qui n'arrivent pas à le faire, je vous invite vraiment à tester le truc et à passer ce cap, à passer du bon temps avec vous parce que pour moi, c'est vraiment un seuil à atteindre dans la vie. Voilà, je sais pas ce que tu en penses, hein, toi, Kelly? J'allais justement te donner mon avis là-dessus, c'est que je pense que tu sais quand on grandit, quand on évolue dans la société en général, on nous impose pas à aller tester d'aller dans un restaurant tout seul, par exemple. C'est ce que tu disais, ou d'aller au cinéma, parce que en général tout est par deux. Une table c'est 2 chaises, enfin tout est toujours par deux. Et je trouve ça un peu dommage aussi parce que moi j'ai traîné un peu aussi à faire ça. Je crois que j'ai dû passer le cap de la trentaine avant de commencer à faire mon premier restaurant. Mais j'ai commencé tout doucement à aimer. En fait, il y avait un petit restaurant que j'adorais. Et ben une fois par mois, c'était j'allais au restaurant, j'allais me faire un massage, j'allais me balader. Et c'est un conseil pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Si vous avez jamais encore expérimenté le voyage en solo ou des activités en solo, bah commencez par des petites choses. Pas forcément de partir pendant un week-end, mais peut-être commencer par passer 1 ou 2 heures toute seule dans un parc en train de lire un livre, peu importe l'activité que vous aimez faire. Testez différentes activités aussi, parce qu'il y en a peut-être que vous aimerez pas faire toute seule et d'autres que vous aimerez. Mais c'est ça, je pense, qui est intéressant, c'est toujours être dans le test et d'apprendre à s'aimer. Moi, j'adore ce que tu as dit un peu plus tôt quand tu as dit « c'est moi ma meilleure amie ». Et c'est aussi ma vision des choses, en fait. C'est que je me dis, si j'arrive pas à m'aimer moi-même, comment je peux déjà aimer quelqu'un d'autre, en fait? Et le voyage aide beaucoup à ça. De façon générale, tu te rends compte que c'est toi qui as toutes les ressources, en fait, pour t'aider dans toutes les épreuves. Donc, bien sûr, l'entourage, ça compte beaucoup aussi, mais c'est important d'être bien à l'intérieur. Enfin, ça peut paraître un petit peu cliché comme discours, mais moi, aujourd'hui, je me sens vraiment, ça fait pas mal d'années maintenant, bien ancrée et tout. Et ma deuxième rupture a beaucoup joué. Elle m'a tellement mis une claque, encore plus que la première fois. J'étais tellement désespérée, désorientée, je me suis sentie complètement vulnérable. Voilà, je me sentais complètement vulnérable. J'ai l'impression d'être repartie d'autre chose et je suis devenue plus forte depuis ce moment-là. Je sais beaucoup plus dire non qu'avant aussi. Avant, tu peux faire ça? Ah bah oui, tu vois? Alors que j'ai pas le temps. Et aujourd'hui, maintenant, c'est bah non, je peux pas.
Voilà, et je suis tellement contente d'avoir passé ce cap. Mon Dieu, quand tu dis oui tout le temps, tu t'épuises. J'ai envie de rebondir sur une chose que tu as dit également, c'est que tu disais, ça t'a appris l'indépendance, la liberté, mais pour les personnes, par exemple, qui ont du mal à prendre des décisions, enfin, tu vois, moi, je connais des personnes, des fois, même décider ce qu'ils veulent boire à l'apéro, c'est déjà compliqué. Donc là, tu vas décider de où est-ce que tu pars, où est-ce que tu vas aller dormir. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner au niveau prise de décision? Si on est sur, la thématique PVT, je dirais qu'il y a aucun choix qui est définitif avec un PVT, c'est ça que j'adore. C'est pas s'inscrire à l'université pour 2 ans, c'est pas partir en permis de travail avec un employeur où tu es lié pendant 1 an. C'est OK, je dois choisir une ville d'arrivée. Si cette ville d'arrivée me plaît pas, je pourrais aller ailleurs. Et puis si au bout de 2 mois, franchement, ce pays, même si tout le monde dit que c'est super bien, bah, moi ça me botte pas, et bah, tu rentres. C'est OK, en fait. Donc moi, je trouve que parfois, se rappeler quel est le risque pris pour une décision et se rendre compte que le risque est pas énorme, et ben ça aide à prendre des décisions. Donc, hésitez pas à vous dire ça. Et puis pour ceux qui ont un petit peu peur aussi de l'entourage, par exemple, qui se disent: «Ouais, mais imaginons ça se passe mal, j'ai dit à tout le monde que je partais 1 an et au bout de 2 mois, je vais rentrer». Et ben dites que vous partez 2 mois, c'est ma petite astuce. Et au bout de 2 mois, vous dites à tout le monde, si ça se passe bien: «Ah non, mais les gars, c'est génial, je ne rentre pas». Voilà, comme ça, c'est dans l'autre sens. Votre discours, il est beaucoup plus facile et tout le monde va parler de vous à la maison. «Ah non, mais attends, elle avait dit 2 mois, finalement, elle reste 1 an, elle vit sa meilleure vie, mais qu'est-ce qu'on fait ici, nous?» Donc voilà, parce que des fois, les autres nous mettent la pression ou on se met la pression tout seul par rapport aux autres. Voilà, travaillez votre discours pour que ça vous serve à vous. Excellent conseil. Donc là, on a parlé des avantages. Est-ce que tu aurais quand même un inconvénient à vouloir partager et peut-être un conseil lié à cet inconvénient du fait de partir seule après une rupture? Je dirais que c'est pas sûr qu'on va rencontrer des gens tout de suite ou des gens avec qui on s'entend bien. Ça peut être des relations très superficielles, où ça manque un petit peu de matière. Si on a l'habitude d'être entouré d'amis vraiment proches, dont on que qu'on connaît depuis longtemps, et cetera. Donc, je dirais juste se dire que si à un moment donné, on se sent un petit peu seul ou qu'on a un petit peu le cafard ou que ça va pas trop, il faut vraiment accueillir les émotions, surtout quand on part loin. C'est pas la même ville, la même langue. On peut être déstabilisé, surtout pour un premier départ. Accueillez. C'est pas grave, ça va tourner. Je peux juste conseiller ça parce que c'est vrai que quand on est seul, peut-être qu'à un moment donné, ça peut nous peser aussi. On n'est pas obligé d'avoir envie d'être seul tout le temps. Donc les auberges, ça aide. Ne pas hésiter à faire des rencontres via les sites, des sites comme Meetup. Vous voyez les événements un peu de rencontres partout dans plein de villes. On peut faire de la danse, on peut faire du sport. Il peut y avoir des événements dans les alliances françaises. Pour la Chandeleur, pour le 14 juillet, etc. Il y a beaucoup de moyens de rencontrer des gens. Donc, si on se sent seul, ce serait vraiment essayer d'aller au maximum à la rencontre des gens parce que, comme je le disais tout à l'heure, parfois, une rencontre peut tout changer. Voilà. Après, pour les inconvénients de partir seul, moi, j'en vois pas beaucoup parce que vous allez rencontrer des gens si vous avez envie d'en rencontrer. Les gens vont plus facilement vers les gens qui sont seuls que vers ceux qui sont deux parce qu'on peut se dire, bah, je vais les déranger. Ils sont en train de parler. Alors que quelqu'un de seul, quand on est seul, bah, on va y aller. J'ai envie d'ajouter une petite précision aussi. Toi, tu disais, un conseil, c'est d'accueillir ses émotions, clairement, parce que c'est OK de pleurer, c'est OK d'être content, etc. Moi, une chose que j'ai envie d'ajouter, que j'ai vécu personnellement après une rupture, c'est peut-être de ne pas avoir trop d'attentes envers les autres, en fait. On peut avoir des attentes que vers soi-même. Justement, tu parlais de relations qui peuvent parfois être superficielles, et je pense qu'il faut garder en tête que nos amis, notre entourage, c'est des personnes qu'on connaît depuis des années. Donc là, en arrivant dans un nouveau pays, c'est pas en une semaine ou en 2 mois qu'on va rencontrer sa meilleure amie ou son plus gros crush amoureux. Ça peut prendre du temps. Il faut l'accepter aussi. Exactement. Bon, moi, en l'occurrence, c'est vrai qu'en Australie, j'ai rencontré assez vite, du coup, une de mes amies les plus proches aujourd'hui. J'ai cette chance, c'est pas forcément le cas, mais des fois, les relations éphémères slash superficielles, c'est pas forcément la même chose. C'est pas grave, c'est bien aussi. C'est léger, vous pouvez être un peu qui vous voulez. Ça va durer 3 semaines, ce sera bien. Puis voilà, vous partez vers autre chose. Voilà, faut pas trop se mettre la pression aussi. Merci. Donc là, tu as donné beaucoup de conseils, mais si tu pouvais en donner un dernier à un auditeur ou une auditrice qui nous écoute aujourd'hui et qui hésite à vivre une expérience similaire, quel serait ce conseil? Alors, je pense que je vais être un peu dans le cliché si je dis ne pas trop réfléchir et partir. Si on reste focalisé sur ceux qui vivent une rupture, alors déjà, je vous souhaite beaucoup de courage, hein. Je sais à quel point c'est difficile. Parfois, ça peut paraître un petit peu rien par rapport à d'autres drames de la vie. Et pourtant, même si moi, j'ai vécu des choses peut-être sur le papier plus difficiles, mes ruptures, elles m'ont fait tellement de mal. Donc, courage à vous déjà. Et j'espère que ce soit via le voyage ou autre chose, vous trouverez des solutions pour vous aérer l'esprit. C'est vrai que moi, je parle beaucoup du voyage parce que c'est ce qui a marché sur moi. Tentez le coup, hein. Je pense que c'est forcément le conseil que j'ai envie de donner.
je sais pas exactement quoi dire de plus que tenter le coup. Parce que tous ceux que je connais qui l'ont fait, en fait, ça leur a tellement, changé les idées que j'ai envie de dire la même chose à toutes celles et ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, en réalité. Non, non, c'est un très bon conseil et ça me fait penser à une question que j'ai envie de te poser. J'ai l'impression que c'est ton expérience en Nouvelle-Zélande qui t'a le plus marqué puisque la rupture semble avoir été un petit peu plus intense. S'il y avait donc un souvenir aujourd'hui dans lequel tu pouvais te replonger, quel serait ce moment? Ah, c'est une bonne question parce que pour l'Australie, j'aurais quelque chose qui me revient, mais pour la Nouvelle-Zélande, je dirais, ça a pas vraiment de sens, en dans l'absolu, mais c'est la ville de Rotorua. C'est une ville que j'ai beaucoup aimée, c'est un moment où j'étais très heureuse là-bas. Ça n'a pas été toujours le cas parce que comme on disait, les démons reviennent vous embêter de temps en temps, mais j'étais très heureuse là-bas, je revenais de quelque part, j'allais ailleurs, j'allais visiter bientôt Hobbiton, le village des hobbits, en Nouvelle-Zélande. C'était léger, il faisait beau, ah ouais, ça faisait tellement du bien en fait. Un moment de plénitude. Vraiment, c'est celui-ci. T'as dû sentir moins de poids sur tes épaules, mais maintenant t'as dit que t'avais un petit mémoire en tête pour l'Australie. Maintenant, j'ai envie de savoir c'est quoi ce moment aussi. Ouais, en fait, l'Australie, je dirais que c'est ma traversée du pays du sud au nord, de Adélaïde à Darwin. C'était comme un voyage, c'est un petit peu l'image du PVTiste. En tout cas, quand on se transforme un petit peu là-bas, j'ai vécu 2 covoiturages avec, une amie, celle que j'ai rencontrée du coup en arrivant en Australie, et on a fait du covoiturage avec un Australien de Darwin au centre de l'Australie et ensuite avec 2 Américains. On leur a demandé les clés de leur voiture et on dormait dans la voiture. On mangeait genre, du pain de mie et des pommes tout le temps. Ouais, enfin, c'était vraiment on dépensait très peu d'argent parce qu'après, il fallait en avoir pour la suite. Donc, j'avais rien à ce moment-là et j'étais tellement heureuse aussi pendant cette période. Et puis, ce que j'ai aimé sur ce voyage, c'est qu'une fois, on a crevé notre pneu, donc on l'a changé et après, on n'avait plus intérêt à crever, sinon on était tout seul au milieu du désert australien. Et dans la suite de ce voyage avec les Américains, on s'est retrouvés presque à sec au niveau essence. Et je te jure, avec ma copine, là, on se disait, vas-y, faites qu'on soit à sec. Je sais pas, on avait envie de vivre des trucs différents, alors qu'en fait, on aurait été très embêtés. On était sans doute de petites idiotes de 21 ans, là, mais justement, c'est ça que j'aimais bien, c'est que tout ce qui nous surprenait, on voulait le vivre. On avait envie de tout ce qui était différent, de rencontrer plein de gens. Et j'ai l'impression que c'était une version de moi qui avait, j'y connais rien en chakra, mais qui avait tous ses chakras ouverts. Et c'est pour ça que j'ai autant aimé. C'est que on est rarement tout le temps comme ça, tous les jours dans son quotidien. On est voilà dans son quotidien et c'est pas grave du tout. Mais en voyage, je trouve que par moment, on est ouvert par tous les pores de sa peau et du coup, c'est vibrant. C'est on vit des années qui sont incroyables et dont on se souvient. Moi, 15 ans après, j'ai énormément de souvenirs et ça reste une des années les plus mémorables de ma vie. Donc, c'est pour ça que j'en parle avec autant de passion. C'est que j'en parle parce que je l'ai vécu, donc je le recommande vraiment. Est-ce que tu penses du coup que dans sa globalité, toutes ces expériences que tu as vécues qui sont si vibrantes comme tu l'as dit, est-ce que ça a eu une influence sur tes projets personnels qui a construit ton futur en fait? Oui, d'une certaine façon, du coup, via PVTiste, ça m'a sans doute aussi, motivée à continuer ce projet, hein, qui a été, pendant 7 ans bénévole. On faisait ça à côté de nos boulots et cetera et puis, voilà, moi, si j'étais passionnée, à motiver les gens à partir, à les aider, à faire leurs démarches et cetera. Donc je pense que ça a beaucoup joué et encore aujourd'hui, ça arrive qu'on me dise: «Mais dis donc, depuis tout ce temps, tu fais encore des rencontres PVTistes, tu fais encore des salons». Mais en fait, j'ai toujours le même feu quand je présente le PVT, à des salons ou des rencontres. En fait, ça m'a vraiment, changée de l'intérieur. Enfin, j'ai vraiment un feu du voyage. Donc, oui, clairement, ça a eu un impact. Merci Julie. Qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ton PVT qui ne te serait jamais arrivé dans ton pays natal? Alors, ah oui, alors du coup, c'était peut-être plus, l'histoire de l'Australie que j'avais en tête parce que de trucs qui me sont arrivés, en fait, je dirais que c'est, quelque chose à double tranchant. C'est-à-dire que j'étais tellement dans un environnement de liberté, de «il peut tout se passer ici», que je suis devenue très, très, laxiste. Une fois, je quittais Darwin, j'allais travailler dans le sud. J'ai vu qu'il y avait un bus qui allait par là, je l'ai pris, sans savoir où était la fin de ce bus et donc il m'a arrêtée là, sur une toute petite station essence de une pompe au milieu du désert australien. Je me suis dit: «Là, Julie, quand même, tu t'es crue où? Enfin, le boulot n'est pas là» et donc j'ai dû attendre des gens pour faire du stop. Là, il y a un mec qui est arrivé. J'ai pas eu d'autre choix que de monter avec lui et je me suis dit: «Tu vois, tu te retrouves dans une situation où ça pourrait mal se passer finalement». Je suis tombée sur un ange gardien qui m'a amenée là où il fallait qu'il m'emmène, même si c'était dur à trouver. Donc je dirais que ce qui me serait pas arrivé chez moi, c'est d'être autant, j'avais tellement l'impression que tout allait bien se passer. Donc c'est super bien.
ça fait du bien au moral et tout, mais attention, je pense que des fois, j'ai été un peu négligente. Donc, ça m'a aussi appris à rester sur terre. Voilà, j'ai conscience de ma chance que ça n'ait pas pris des proportions mauvaises, quoi. Oui, parce que j'allais dire, même au milieu du désert, si t'avais pas assez d'eau, ça peut être un peu dangereux quand même. Ah non, mais j'étais en touriste. Je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, je vais bosser là-bas, je prends un bus et puis il va continuer jusqu'au sud de l'Australie, mais pas du tout en fait. Donc là, on peut le dire, ce jour-là, j'ai été un peu conne. C'est comme ça qu'on apprend. Il paraît qu'on apprend de nos erreurs. Exactement. Tout à fait. Eh ben, écoute, un grand merci Julie pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. J'espère que notre échange vous aura inspiré et vous permettra de pouvoir vous lancer dans une nouvelle aventure et surtout vous aider dans la guérison pour cette rupture amoureuse. À très bientôt Julie. Merci Kelly. Vous êtes arrivés à la fin de cet épisode et on vous en remercie, mais attendez, ne partez pas encore. Permettez-nous de vous rappeler à quel point votre soutien compte pour nous. En vous abonnant à notre chaîne de podcast, vous serez les premiers à être informés de chaque nouvel épisode qui sortira et vous ne manquerez plus jamais une minute de notre contenu. Et si vous avez aimé cet épisode, pourquoi ne pas laisser 5 étoiles et un commentaire sympa ? Vos retours nous inspirent à continuer à créer du contenu avec des pays et des sujets qui vous intéressent. Ça nous aide également à toucher de nouvelles oreilles curieuses. Vous faites partie intégrante de notre communauté, alors s'il vous plaît, prenez une minute pour vous abonner, laissez vos étoiles et écrivez-nous un commentaire. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, on se retrouve sur notre site internet pvtis.net.